Bonjour, ceci est une série de vidéos explicatives sur la matière de chimie telle que vue au programme d'UBI au collégial. Le sujet de cette vidéo est la résonance, phénomène de délocalisation des électrons dans certaines molécules. Elle est présente également dans des molécules inorganiques. Alors nous ferons des exemples avec des molécules organiques et inorganiques. Nous verrons donc brièvement la représentation de Lewis, qui a déjà été vue en chimie générale mais qui est nécessaire pour dessiner les différentes structures des molécules qui font de la résonance. Puis nous définirons la résonance et nous verrons les trois types de résonance ainsi que la résonance dans le benzène. Vous pouvez sauter directement à l'une de ces sections en utilisant les timestamps dans la description. Tout d'abord, pour être capable de dessiner les molécules qui font de la résonance, il faut savoir dessiner des diagrammes de Lewis, qui sont des représentations basées sur la théorie des électrons localisés, où les électrons de valence sont représentés à des endroits précis et sont impliqués dans des liaisons chimiques pour respecter la règle du doublet et de l'octet. Ces atomes sont impliqués dans des liaisons lorsque cela leur permet de remplir leur couche de valence afin d'acquérir la configuration électronique du gaz rare le plus près, soit 8 électrons de valence pour la majorité des atomes, d'où la règle de l'octet, ou 2 électrons pour l'hydrogène, l'hélium et le lithium qui suivent la règle du doublet, ce qui les rend plus stables. Pour dessiner un diagramme de Lewis, il est possible d'y aller par essai-erreur, mais si cela fonctionne généralement pour les molécules simples et plus courantes, il est facile de commettre des erreurs ou d'oublier certains éléments pour des molécules plus complexes, qui sont souvent celles qui se retrouvent à l'examen. J'ai donc développé une technique systématique pour dessiner les diagrammes de Lewis, composée de 5 étapes. Ceci n'est qu'un résumé et une explication complète des diagrammes de Lewis est disponible dans un des chapitres précédents. La première étape est de calculer le nombre total d'électrons de valence. Pour chaque atome de la molécule, déterminez le nombre d'électrons de valence et additionnez-les. Puis, si la molécule est un anion, il faut ajouter autant d'électrons qu'il y a de charge. Et si la molécule est un cation, il faut en enlever. Puis, il faut diviser le nombre d'électrons de valence par 2, afin de déterminer le nombre de paires d'électrons de valence. La deuxième étape est de dessiner la structure la plus probable. Cela signifie qu'il faut dessiner la structure la plus simple possible en reliant tous les atomes par une liaison simple, sans tenir compte du nombre d'électrons de chaque atome. Généralement, l'atome le moins électronégatif est au centre et les atomes d'hydrogène sont toujours des atomes terminaux. Il faut ensuite soustraire les paires d'électrons dessinés du nombre de paires d'électrons calculés à la première étape. La troisième étape est de se concentrer sur les atomes terminaux, en ajoutant des doublets d'électrons libres autour des atomes terminaux afin de respecter la loi de l'octet. Ces paires d'électrons sont également soustraites du nombre de paires d'électrons de la deuxième étape. La quatrième étape, elle, implique les atomes centraux. Tout d'abord, il faut ajouter les paires d'électrons restantes aux atomes centraux. Si les atomes centraux n'ont toujours pas complété leur octet, il faut transformer certains doublets d'électrons libres, généralement des atomes terminaux, pour créer des liaisons doubles ou triples et ainsi compléter l'octet. Finalement, la cinquième étape est de calculer la charge formelle de chaque atome de la molécule séparément. La charge formelle d'un atome correspond au numéro de la famille, par exemple 6 pour l'oxygène, moins le nombre de liaisons dans lequel l'atome est impliqué, donc ici, moins 1 pour chaque liaison, et non pas pour chaque électron, puisqu'une liaison implique 2 électrons, et moins le nombre d'électrons non pairés, ici moins 1 pour chaque électron. Les charges formelles de tous les atomes de la molécule devraient s'additionner pour donner la charge globale de la molécule. Si la molécule n'a pas de charge, la somme des charges formelles devrait être de 0. Pour illustrer ces étapes, nous allons faire un exemple en dessinant la structure de Lewis de la molécule de NO2-, qui est une molécule inorganique. La première étape est de calculer le nombre total d'électrons de valence. Il faut donc se demander combien y a-t-il d'électrons de valence. Le NO2- est composé d'un atome d'azote qui a 5 électrons de valence et de 2 atomes d'oxygène qui ont 6 électrons de valence. Cela fait donc un total de 17 électrons de valence. Or, la molécule est un anion puisqu'elle possède une charge négative. Il faut donc rajouter un électron pour un total de 18 électrons de valence. Puis, il faut se demander combien y a-t-il de paires d'électrons de valence. Pour ceci, il suffit de diviser 18 par 2, ce qui donne 9 paires d'électrons de valence dans la molécule de NO2-.
La deuxième étape est de dessiner la structure la plus simple possible, en reliant tous les atomes par une liaison simple. Puisque deux atomes d'oxygène ne peuvent être côte à côte, sauf dans quelques rares cas, et que l'atome le moins électronégatif est généralement au centre de la molécule, il faut mettre l'azote, qui est l'atome le moins électronégatif, au centre, et les deux atomes d'oxygène à côté, en les reliant à l'azote par des liaisons simples uniquement, sans tenir compte du nombre d'électrons de valence, pour l'instant, comme ceci. La troisième étape est d'ajouter des doublets d'électrons libres autour des atomes terminaux, afin de respecter la loi de l'octet. Chaque atome d'oxygène doit avoir 8 électrons de valence. Comme ceux-ci font déjà une liaison avec l'azote, ils ont déjà 2 électrons de valence, donc il faut rajouter que 6 électrons de valence pour chaque oxygène, soit 3 paires d'électrons de valence, ce qui donne la molécule suivante. La quatrième étape est d'ajouter les paires d'électrons restantes aux atomes centraux. Il faut donc se demander combien de paires d'électrons restent-ils, puisque nous avions déterminé qu'il y avait 9 paires d'électrons de valence à la première étape, et que nous avons fait 2 liaisons simples et rajouté 6 paires d'électrons de valence, il ne reste qu'une seule paire. Il faut donc la rajouter à l'atome central, qui est l'atome d'azote, comme ceci. Puis, il faut vérifier que chaque atome central suit la loi de l'octet ou du doublet, en se demandant « L'atome central a-t-il un octet complet ?» Dans ce cas, l'azote fait 2 liaisons simples et possède un doublet d'électrons libres, donc il ne possède que 6 électrons de valence. Il lui manque donc une paire d'électrons. Il faut donc transformer un des doublets d'électrons libres d'un des oxygènes en liaison double, afin que l'azote ait lui aussi 8 électrons de valence. Ainsi, tous les atomes respectent la règle de l'octet et la molécule est finale. Finalement, la cinquième étape est de calculer la charge formelle de chaque atome de la molécule séparément, selon la formule suivante. La charge formelle d'un atome correspond au numéro de la famille, moins le nombre de liaisons dans lequel l'atome est impliqué, moins le nombre d'électrons non pairés. Pour l'atome d'oxygène de gauche, le numéro de la famille est 6, moins 2 liaisons, moins 4 électrons libres, ce qui donne une charge formelle de 0. Pour l'azote au centre, le numéro de la famille est 5, moins 3 liaisons, moins 2 électrons libres, ce qui donne une charge formelle de 0 également. Et pour l'oxygène de droite, le numéro de la famille est 6, moins 1 liaison, moins 6 électrons libres, ce qui donne une charge formelle de moins 1. Cela est logique, puisque la charge négative est portée par l'atome le plus électronégatif, soit l'oxygène, et que la charge totale de la molécule, qui est la somme des charges partielles, est bien de 1, comme donné au départ. Ainsi, la molécule de NO2- peut être représentée par le diagramme de Lewis suivant. Peut-être vous êtes-vous demandé, aurait-on pu mettre la liaison double de l'autre côté? Oui, comme ceci, ce qui signifie qu'il peut y avoir plusieurs diagrammes de Lewis pour une seule molécule, et que la molécule présente donc de la résonance. Qu'est-ce que la résonance? La résonance est une théorie qui permet d'expliquer le fait que certaines molécules peuvent être représentées par plus d'un diagramme de Lewis. Elle réfère à la délocalisation des électrons dans une molécule, qui au lieu d'être impliquée dans une liaison fixe, se déplace constamment dans la molécule. La résonance a un effet stabilisant sur les molécules. Pour qu'une molécule présente de la résonance, il y a 2 conditions. La première est que la molécule doit posséder des électrons qui peuvent se déplacer. Cela peut être des doublets d'électrons non liants ou des électrons dans des liaisons pi, qui sont des liaisons doubles ou triples. Or, il ne suffit pas d'avoir des électrons mobiles, car ceux-ci doivent aussi être arrangés d'une certaine façon à permettre la résonance, soit faire partie de ce qui est appelé un système conjugué. Un système conjugué est une alternance de liaisons simples et d'électrons pouvant se déplacer. Il ne commence et ne finit jamais par une liaison simple. Il existe 3 sortes de systèmes conjugués, et donc 3 sortes de systèmes résonants. Les systèmes résonants commencent tous par une liaison double suivie d'une liaison simple, mais varient dans leur 3e élément. Le premier cas, et le plus simple, est composé d'une liaison double, d'une liaison simple et d'une liaison double, comme dans la molécule suivante. Le deuxième cas est composé d'une liaison double, d'une liaison simple, mais au lieu d'une autre liaison double, a un doublet d'électrons non liants, comme le chlore, qui en a même 3. Le troisième cas est composé d'une liaison double, d'une liaison simple et d'une orbitale p non hybridée vide,
ce qui signifie que la molécule est un carbocation et a une charge positive. L'orbitale vide fait partie du système conjugué, car comme elle est vide, des électrons peuvent s'y déplacer. Une molécule qui satisfait ces conditions et fait de la résonance ne peut être représentée par un seul diagramme de Lewis. Plutôt, elle se représente avec des formes limites de résonance et un hybride de résonance. Les formes limites de résonance sont les diagrammes de Lewis représentant chacun des arrangements possibles des électrons. Par exemple, dans le cas du NO2, les formes limites de résonance correspondent aux deux diagrammes de Lewis que nous avions dessinés plus tôt. Par contre, pour dessiner correctement des formes limites, il faut aussi mettre des doubles flèches entre les différents diagrammes de Lewis, indiquer les charges formelles sur chacun des atomes et mettre les formes limites entre crochets carrés, comme ceci pour la molécule de NO2. Par contre, si une molécule a beaucoup d'arrangements possibles, les dessiner tous peut être très long. De plus, la molécule réelle n'est pas une de ces formes limites en particulier, qui sont fictives, mais toutes les formes limites en même temps. Il existe donc une façon de représenter les molécules résonantes à l'aide d'un seul diagramme. L'hybride de résonance. L'hybride de résonance est la structure réelle de la molécule due à la superposition de toutes les formes limites de résonance. Pour dessiner l'hybride de résonance, il faut en premier représenter tout ce qui ne change pas d'une forme limite à l'autre. Puis, les liaisons qui sont parfois présentes sont représentées avec des lignes pointillées pour la forme la moins probable et des tirets pour la forme la plus probable. Puis, pour les atomes qui sont parfois porteurs d'une charge, il faut inscrire la charge divisée par le nombre d'atomes qui se la partagent. Par exemple, dans le cas du NO2-, la charge est de -1 et elle est portée par 2 atomes d'oxygène. Donc chaque atome d'oxygène est porteur d'une charge de -1,5. Ainsi, en résumé, pour représenter une molécule lorsqu'il y a de la résonance, il y a 5 étapes. La première étape est d'entourer et de limiter le système conjugué, qui est une alternance de liaisons simples et d'électrons pouvant se déplacer, qui ne commence et ne finit jamais par une liaison simple. La deuxième étape est de déterminer quel est le type de résonance présente dans le système conjugué. Il y a 3 cas, avec une liaison multiple, avec un doublet d'électrons non liants et avec un carbocation, donc une orbitale p non hybridée vide. La troisième étape est de dessiner toutes les formes limites en déplaçant les électrons dans la molécule. Sur chacun des atomes, il faut indiquer la charge formelle, séparer les formes limites avec des doubles flèches et mettre celles-ci entre crochets. La quatrième étape est de déterminer les formes les plus et les moins probables. En effet, une forme limite qui possède une charge est moins probable qu'une forme limite neutre, et une forme limite dont l'atome électronégatif est porteur d'une charge positive est moins probable que s'il est porteur d'une charge négative. Finalement, la cinquième étape est de dessiner l'hybride de résonance. Pour ce faire, il faut représenter tout ce qui ne change pas d'une forme à l'autre, puis utiliser des lignes pointillées ou des tirets pour les liaisons parfois présentes et indiquer les charges. Si les formes limites sont autant probables, il est possible de déterminer les charges réelles, mais si elles ne le sont pas, il n'est possible d'indiquer que les charges partielles. Afin de voir comment appliquer concrètement ces étapes, nous allons faire un exemple pour chaque cas de résonance, avec cette fois-ci des molécules organiques. Le premier cas de résonance est celui d'une liaison double suivie d'une liaison simple, suivie d'une liaison multiple. La première étape est d'entourer et de limiter le système conjugué. Dans le cas de cette molécule, il correspond donc à ceci. La deuxième étape est de déterminer quel est le type de résonance présente dans le système conjugué. Il faut donc se demander quel est le type de résonance. Ici, c'est une liaison double, suivie d'une liaison simple, suivie d'une liaison double. Donc, comme indiqué au début, c'est le premier cas. La troisième étape est de dessiner toutes les formes limites en déplaçant les électrons dans la molécule. Il faut donc se demander vers où peut-on bouger les électrons. Tout d'abord, il est possible de déplacer les électrons vers la droite en déplaçant les électrons de la liaison double de gauche vers la liaison simple, vers le milieu, comme ceci, ce qui entraîne le déplacement de la liaison double de droite vers l'atome d'oxygène à droite. L'atome de carbone devient donc positif puisqu'il ne fait que 3 liaisons. Et l'atome d'oxygène à droite, qui vient de gagner 2 électrons non liants à la place d'une liaison, devient porteur d'une charge négative. En effet, si l'on calcule la charge formelle, l'oxygène, qui a un numéro de famille de 6, fait une liaison, donc -1, et a désormais 3 paires d'électrons non liants, donc -6, ce qui fait -1.
Par contre, il est également possible de faire exactement le contraire, en déplaçant les électrons vers la gauche, ce qui crée une charge positive sur l'oxygène et négative sur le carbone. En effet, si l'on calcule la charge formelle du carbone, celui-ci a un numéro de famille de 4 et il fait 3 liaisons, donc moins 3, et il a désormais une paire d'électrons non liants, donc moins 2, ce qui fait moins 1. Et pour l'oxygène, 6 moins une liaison moins 2 paires d'électrons non liants, donc moins 4 électrons non liants, donne plus 1. La quatrième étape est de déterminer les formes les plus et les moins probables. Dans ce cas, il y a 3 formes limites. La première est neutre alors que les deux autres sont chargées. Alors, elle est plus probable. Puis, pour distinguer les deux formes limites chargées, il faut regarder la charge portée par l'atome électronégatif. En effet, pour la première forme limite, l'atome électronégatif est porteur d'une charge négative, donc elle est plus probable, car un atome électronégatif a tendance à attirer les électrons de la liaison vers lui. Alors que la deuxième forme limite, l'atome électronégatif, est porteur d'une charge positive, donc elle est moins probable. Finalement, la cinquième étape est de dessiner l'hybride de résonance. Pour ce faire, il faut représenter tout ce qui ne change pas d'une forme à l'autre, comme ceci. Puis, il faut utiliser des tirets pour la forme la plus probable, qui était la forme neutre avec la liaison double au milieu, et des lignes pointillées pour les formes les moins probables, qui étaient les formes limites chargées, avec les liaisons doubles autour, comme cela. Il faut ensuite se demander, est-ce qu'il y a des charges? Dans ce cas, oui, puisque certaines formes limites sont chargées, mais ce ne sont que des charges partielles, car les formes ne sont pas aussi probables l'une que l'autre. Puisque la forme limite où l'oxygène, l'atome électronégatif est porteur de la charge négative, est plus probable, dans l'hybride de résonance, il est porteur d'une charge partielle négative, et le carbone, lui, est porteur d'une charge partielle positive. Puisque les deux charges partielles s'annulent lorsqu'additionnées, nous obtenons bien la molécule neutre du début. Le deuxième exemple traite du deuxième cas, soit celui d'une liaison double, suivie d'une liaison simple, suivie d'un doublet d'électrons non liants, comme dans cette molécule-ci. La première étape est d'entourer et de limiter le système conjugué. Dans le cas de cette molécule, il correspond donc à ceci. Encore une fois, toute la molécule. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans les exemples, j'ai utilisé des petites molécules. La deuxième étape est de déterminer quel est le type de résonance présent dans le système conjugué. Il faut donc se demander quel est le type de résonance. Ici, c'est une liaison double suivie d'une liaison simple, suivie d'un doublet d'électrons non liants. Comme indiqué au début, c'est le deuxième cas. La troisième étape est de dessiner toutes les formes limites, en déplaçant les électrons dans la molécule. Il faut donc se demander vers où peut-on bouger les électrons. Il est possible de les déplacer vers la gauche, car l'atome électronégatif peut donner son doublet d'électrons non liants pour former une liaison double, ce qui entraîne le déplacement de la liaison double de gauche vers l'atome de carbone à gauche. Cela crée une charge partielle positive sur l'atome de chlore, car si l'on calcule la charge formelle, le chlore a un numéro de famille de 7, moins 2 liaisons, moins 4 électrons non liants, ce qui donne plus 1. Le carbone, lui, devient porteur d'une charge négative, car il vient de gagner l'électron de la liaison double. La quatrième étape est de déterminer les formes les plus et les moins probables. Dans ce cas, il y a deux formes limites. La première est neutre, alors que la deuxième est chargée, alors c'est la plus probable. De plus, la deuxième est encore moins probable, car l'atome électronégatif est porteur d'une charge positive, alors qu'un atome électronégatif qui attire beaucoup les électrons a tendance à être porteur plutôt d'une charge négative. Finalement, la cinquième étape est de dessiner l'hybride de résonance. Pour ce faire, il faut représenter tout ce qui ne change pas d'une forme à l'autre, comme ceci. Puis, il faut utiliser des tirets pour la forme la plus probable, qui était la forme neutre, avec la liaison double à gauche, et des lignes pointillées pour la forme la moins probable, qui était la forme limite chargée, avec la liaison double à droite, comme cela. Il faut ensuite se demander, est-ce qu'il y a des charges? Dans ce cas, oui, puisque l'une des formes est chargée, mais ce sont des charges partielles, car les formes ne sont pas aussi probables l'une que l'autre. Le chlore est donc porteur d'une charge partielle positive, et le carbone, lui, est porteur d'une charge partielle négative. Puisque les deux charges partielles s'annulent lorsqu'additionnées, nous obtenons bien la molécule neutre du début. Le troisième et dernier exemple traite du troisième cas,
soit celui d'une liaison double, suivi d'une liaison simple, suivi d'une orbitale p non hybridée vide, soit un carbocation, comme dans cette molécule-ci. La première étape est d'entourer et de limiter le système conjugué. Dans le cas de cette molécule, il correspond donc à ceci. La deuxième étape est de déterminer quel est le type de résonance présente dans le système conjugué. Il faut donc se demander quel est le type de résonance. Ici, c'est une liaison double suivie d'une liaison simple, suivie d'un carbocation. Donc, comme indiqué au début, c'est le troisième cas. La troisième étape est de dessiner toutes les formes limites en déplaçant les électrons dans la molécule. Il faut donc se demander vers où peut-on bouger les électrons. Il est possible de les déplacer vers la droite, soit vers l'orbitale vide, en déplaçant la liaison double vers la liaison simple, ce qui donne ceci. Ceci complète l'octet du carbone de droite, puisque si l'on calcule les charges formelles, le carbone a un numéro de famille de 4, moins 4 liaisons, ce qui fait 0. Par contre, le carbone de gauche, initialement neutre, vient de perdre une liaison, donc un électron, donc il devient porteur d'une charge positive et devient lui-même un carbocation. La quatrième étape est de déterminer les formes les plus et les moins probables. Dans ce cas, il y a deux formes limites. Les deux formes limites sont chargées, et la charge positive est portée par un atome de carbone dans les deux cas. Donc les deux formes sont autant probables l'une que l'autre. Finalement, la cinquième étape est de dessiner l'hybride de résonance. Pour ce faire, il faut représenter tout ce qui ne change pas d'une forme à l'autre, comme ceci. Puis, comme les deux formes sont autant probables l'une que l'autre, les deux doivent être représentés avec des tirets, qui sont utilisés pour la forme la plus probable. Donc il faut ajouter des tirets pour la liaison double à gauche et à droite, comme cela. Il faut ensuite se demander, est-ce qu'il y a des charges? Dans ce cas, oui, puisque les formes limites sont chargées. Et comme les formes limites sont autant probables l'une que l'autre, il est possible de déterminer les charges exactes. En effet, il faut diviser la charge, qui est de plus 1, par le nombre d'atomes qui se la partagent, soit 2 atomes de carbone dans ce cas, ce qui donne plus 1,5 pour les 2 atomes de carbone. Puisque les deux charges partielles donnent plus 1, lorsqu'additionnés, nous obtenons bien le carbocation chargé plus 1 au début. Dans le benzène, qui est un hydrocarbure cyclique aromatique, il y a également de la résonance. La résonance dans le benzène et les dérivés benzéniques se fait exactement de la même façon que pour les autres molécules, en suivant les mêmes étapes, à la différence près qu'elle se fait dans tout le cycle. Donc il y a beaucoup plus de formes limites de résonance. Le benzène est également un composé organique très courant, d'où l'importance de l'étudier. Tout d'abord, pour le benzène, les formes limites de résonance sont celles-ci. Ces formes limites sont fictives et ne correspondent pas à la forme réelle du benzène, comme le prouvent les données expérimentales autant physiques que chimiques. En ce qui concerne les preuves physiques, expérimentalement, les 6 liaisons carbone-carbone sont identiques et ont donc une longueur intermédiaire entre la longueur d'une liaison double et la longueur d'une liaison simple, et leur énergie de liaison est également intermédiaire entre celle d'une liaison simple et celle d'une liaison double. En effet, pour le benzène, l'énergie de liaison est de 507 kJ par mol, ce qui est entre 346 kJ par mol et 614 kJ par mol, et la longueur de liaison est de 0,14 nanomètres. Une autre preuve est l'énergie d'hydrogénation, qui correspond à l'énergie qu'il faut fournir à une molécule pour lui ajouter un atome d'hydrogène. Dans le cas du benzène, cette énergie est moins grande que s'il y avait 3 liaisons doubles, comme dans les formes limites, ce qui indique que les formes limites ne décrivent pas vraiment la réalité. En termes de preuves chimiques, le benzène ne réagit pas comme s'il avait des liaisons doubles. En effet, les alcènes, qui sont des molécules ayant des liaisons doubles, font généralement des réactions d'addition, mais le benzène n'en fait pas et fait plutôt des réactions de substitution, ce qui ne brise pas les liens doubles. Ainsi, le benzène ne peut pas être représenté par ces formes limites. Cela peut s'expliquer en regardant les électrons de la molécule de benzène. En effet, les atomes de carbone étant hybridés sp2, chaque carbone a une orbitale p non hybridée. Ces orbitales p forment d'habitude des liaisons pi 2 à 2 avec une autre orbitale p. Mais dans le cas du benzène, les données expérimentales montrent que ce n'est pas le cas. Or, la structure du benzène est particulière. En effet, les orbitales non hybridées pourraient fusionner avec l'orbitale non hybridée qui est à leur gauche, mais aussi celle qui est à leur droite. Ainsi, elles vont plutôt toutes fusionner ensemble, comme ceci, et les électrons seront dits délocalisés.
ce qui prouve la résonance et l'existence de l'hybride de résonance qui est représenté comme ceci. Pour terminer, nous allons faire un exemple de résonance avec un dérivé benzénique, soit le phénol, en reprenant exactement les mêmes étapes que nous avons vues précédemment. La première étape est d'entourer et de limiter le système conjugué. Souvent, et je vous encourage à le faire, il peut être plus facile de dessiner les doublets d'électrons non liants afin de voir le système conjugué et le type de résonance. Ainsi, il est possible de représenter le phénol comme ceci. Cela permet de voir qu'il y a un système conjugué, celui-ci. Il y aurait également un système conjugué dans le cycle, comme pour le benzène que nous venons de voir, mais lorsqu'il y a des substituants autour du cycle, il faut d'abord voir s'il y a de la résonance avec ceux-ci. La deuxième étape est de déterminer quel est le type de résonance présente dans le système conjugué. Il faut donc se demander quel est le type de résonance. Ici, c'est une liaison double suivie d'une liaison simple, suivie d'un doublet d'électrons non liants. Donc, c'est le deuxième cas. La troisième étape est de dessiner toutes les formes limites, en déplaçant les électrons dans la molécule. Il faut donc se demander vers où peut-on bouger les électrons. Il est possible de les déplacer vers le cycle, car l'atome électronégatif peut donner son doublet d'électrons non liants pour former une liaison double, ce qui entraîne le déplacement de la liaison double vers l'atome de carbone de droite. Cela crée une charge partielle positive sur l'atome d'oxygène, car si l'on calcule la charge formelle, l'oxygène a un numéro de famille de 6, moins 3 liaisons, moins 2 électrons non liants, ce qui donne plus 1. Le carbone, lui, devient porteur d'une charge négative, car il vient de gagner l'électron de la liaison double. Or, cette fois-ci, et c'est ce qui est particulier avec le benzène ou les dérivés du benzène, ce déplacement d'électrons a créé un autre système conjugué. Encore une fois, c'est le deuxième cas. Alors il faut continuer à bouger les électrons. Il faut donc se demander vers où peut-on bouger les électrons. Il est possible de les déplacer plus loin dans le cycle, car le carbone peut donner son doublet d'électrons non liants pour former une liaison double, ce qui entraîne le déplacement de la liaison double vers l'atome de carbone en bas. Le carbone de droite, qui était négatif, redevient neutre. Cela crée aussi une charge partielle négative sur le carbone du bas, car il vient de gagner l'électron de la liaison double. Or, encore une fois, ce déplacement d'électrons a créé un autre système conjugué, encore une fois le deuxième cas. Alors il faut continuer à bouger les électrons. Il faut donc se demander, encore une fois, vers où peut-on bouger les électrons. Il est possible de les déplacer plus loin dans le cycle, car le carbone peut donner son doublet d'électrons non liants pour former une liaison double, ce qui entraîne le déplacement de la liaison double vers l'atome de carbone en haut à gauche. Le carbone du bas, qui était négatif, redevient neutre. Cela crée aussi une charge partielle négative sur le carbone de gauche, car il vient de gagner l'électron de la liaison double. Et ce n'est pas fini, car comme vous l'aurez remarqué, ce déplacement d'électrons a créé un autre système conjugué. Encore une fois, le deuxième cas. Alors il faut continuer à bouger les électrons. Il faut donc se demander vers où peut-on bouger les électrons. Cette fois-ci, il est possible de les déplacer hors du cycle, vers l'atome d'oxygène. En effet, le carbone peut donner son doublet d'électrons non liants pour former une liaison double, ce qui entraîne le déplacement de la liaison double vers l'atome d'oxygène. Le carbone de gauche, qui était négatif, redevient neutre, et l'oxygène, qui était positif aussi, car si l'on calcule les charges formelles, l'oxygène, qui a un numéro de famille de 6, moins 3 liaisons, moins 4 électrons libres, donne 0. Vous aurez peut-être remarqué qu'il y a encore un système conjugué, mais celui-ci est exactement le même que la molécule de départ, à l'exception des liaisons doubles du cycle qui sont toutes décalées. Ainsi, il est possible de dessiner toutes les formes limites l'une à côté de l'autre, comme ceci. Comme vous avez pu le remarquer, il y a beaucoup de formes limites, car il y avait beaucoup de systèmes conjugués, ce qui illustre l'importance de bien les identifier et les encadrer à chaque fois, car sinon il est facile de s'y perdre. La quatrième étape est de déterminer les formes les plus et les moins probables. Dans ce cas, il y a 5 formes limites. Les 2 formes aux extrémités sont neutres, donc ce sont les plus probables. Ensuite, pour les formes limites du milieu, ces 3 formes limites sont chargées, donc moins probables. Et en plus, l'atome électronégatif est porteur d'une charge positive, donc elles sont encore moins probables. Finalement, la 5e étape est de dessiner l'hybride de résonance.
Pour ce faire, il faut représenter tout ce qui ne change pas d'une forme à l'autre. Puis, il faut utiliser des tirets pour la forme la plus probable, qui sont les formes neutres avec la liaison simple avec l'oxygène, et des lignes pointillées pour les formes les moins probables, qui sont les formes limites chargées, avec la liaison double avec l'oxygène. Comme cela. Ensuite, il faut se demander, est-ce qu'il y a des charges? Dans ce cas, oui, puisque certaines formes sont chargées, mais ce sont des charges partielles, car les formes ne sont pas aussi probables l'une que les autres. L'oxygène est donc porteur d'une charge partielle positive et les carbones, eux, sont porteurs d'une charge partielle négative. Comment apprendre et réviser la résonance? Pour la résonance, il n'y a que peu de par cœur et l'important est de faire beaucoup d'exercices afin de dessiner le plus de molécules possible avant l'examen. Au fur et à mesure de la session, je vous conseille aussi de faire une banque de molécules pour lesquelles vous n'aviez pas réussi à trouver l'ensemble des formes limites ou pour lesquelles vous aviez fait des erreurs. Liste qu'il vous sera facile de réviser juste avant l'évaluation afin de vous concentrer sur vos difficultés. Si vous cherchez des exercices, il y a une feuille d'exercice pour chaque vidéo disponible sur mon site, ainsi que le corrigé, avec des exercices s'inspirant des manuels du BI et même d'anciens examens du BI. Voilà, dans cette vidéo, nous avons vu les diagrammes de Lewis et comment les appliquer pour des molécules qui font de la résonance. Et nous avons vu les 3 cas de résonance, soit avec une liaison multiple, un doublet d'électrons non liants et un carbocation. Et nous avons abordé la résonance dans le benzène et les dérivés benzéniques. Salut, c'est moi Laure, la personne derrière ces vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et j'espère que cela pourra vous aider dans vos études et votre parcours IB. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé la vidéo en commentaire, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, et si vous avez des suggestions de sujets avec lesquels vous avez plus de difficultés et que vous aimeriez voir prochainement sur ma chaîne, dites-le moi dans les commentaires. Aussi, pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.